Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du balado à la volée. Mon nom est Maxime Tousignan en compagnie de mon collègue Maxime Desroches. Salut Max. Salut Max. Et présent pour ce retour sur ce premier grand chelem de la saison en Australie. Pas de surprise du côté des hommes, Max, Novak Djokovic qui l'emporte. Chez les dames, première victoire grand chelem pour l'américaine Sofia Kenin. Oui, le roi d'Australie du côté des hommes, Novak qui remporte un 8e trophée à Melbourne. Ça a chauffé quand même. Là. Il y a eu des moments où on pensait bien que la victoire allait lui échapper avec un Dominic Thiem qui joue un tellement beau tournoi. Mais finalement, avec le calme puis l'aspect mental qu'on lui connaît, qu'il y a toujours un avantage sur ses rivaux, ça lui a permis à Novak d'aller chercher cette fameuse 5e manche pour remporter son 17e titre du Grand Chelem. N'est plus qu'à 3 longueurs de Roger Federer et à seulement 2 de Rafael Nadal. On sait que c'est vraiment un des sujets qui intéresse la planète tennis, de savoir qui de ces 3 grands ténors va remporter cette course au plus grand nombre de trophées majeurs. Et puis, tu l'as dit, Sofia Kenin, un peu plus dans la variété des surprises, si on veut. Là, on ne s'attendait pas nécessairement qu'une fille qui n'avait jamais atteint les demi-finales dans un tournoi du Grand Chelem arrive là et soulève le trophée à sa première participation, mais c'est amplement mérité pour elle. Elle a été une grande batailleuse pendant tout le tournoi, puis est revenue d'un set de déficit pour l'emporter. Exactement. Si on revient un peu, peut-être commencer cette analyse, cette finale du côté masculin. Tu l'as mentionné, Novak Djokovic qui entre, lui, est un habitué des finales à Melbourne. En fait, là, c'était sa 8e. Avant ce match, en fait, il était parfait en finale, l'est demeuré d'ailleurs. Exact. Donc, ça fiche, lui, à partir des demi-finales à Melbourne, c'est 16, pas demi-finale et finale, c'est 16-0. Il n'a jamais perdu dès qu'il atteint le carré d'as en Australie. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, se présente sur le terrain, évidemment, fort en confiance et aussi bien plus frais physiquement que son adversaire, il faut le mentionner, a joué 6 heures de moins de tennis que Thiem avant d'embarquer sur le terrain. Thiem, lui, en raison, tu connais de ses matchs, notamment pour ce qui est de Nadal. Ça a été long. Zverev également en carré d'as, un autre fort match. Là, on s'était laissé la dernière fois, chers auditeurs, avec justement ce carré d'as du côté masculin. Il faut dire, on l'avait vu venir, on pourra peut-être se vanter de ce point de vue. La demi-finale, Djokovic-Federer a été bien moins serrée que celle entre Zverev et Thiem. Donc, Thiem, lui, évidemment, arrivait sur le terrain peut-être un peu plus épuisé, avec moins d'énergie, mais ça n'a pas nécessairement paru au cours de la rencontre, du moins en milieu de match. Le Djokovic, évidemment, est en mesure de se sauver avec cette première manche, mais ensuite, on a senti l'Autrichien, fin deuxième manche, prendre l'ascendant, et on sentait véritablement que c'était Djokovic qui était à la peine. On l'a même vu faire appel au médecin en troisième manche, tenter de se réhydrater, des boissons énergisantes également du côté de Djokovic. C'était vraiment compliqué pour le Serbe qui a été en mesure de se tirer d'impasse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as retiré de ce match, mais j'ai l'impression qu'on a vu un Djokovic ajuster son plan de match au fur et à mesure que la rencontre avançait. Donc, au lieu d'échanger coup pour coup en fond de terrain avec un team qui est capable de jouer en fond de terrain avec les meilleurs, il l'a fait contre Nadal, il l'a encore prouvé ici contre Djokovic. On le voyait tenter d'écourter les échanges, même vu Djokovic faire des services volés. C'est qu'on le voit qu'il y a très rarement sur le circuit. Donc, je ne sais pas comment tu as vu la chose de ton côté, mais vraiment, Djokovic a semblé s'ajuster au fur et à mesure que la rencontre progressait. J'ai été surpris quand même que ça soit le Serbe qui soit le plus diminué physiquement. À un certain moment, au deuxième puis au troisième set, on se demandait si justement cette pause médicale-là s'en venait parce qu'on le voyait vraiment en arraché. Puis justement, le fait qu'il avait joué 6 heures de moins que son adversaire jusqu'au moment de se présenter en finale, c'était pas annonciateur de ça, c'est certain. Mais on le connaît tellement rationnel, cartésien, Djokovic, qu'il a simplement vu l'opportunité de penser à partir de la 4e manche à sa remontée. Je pense qu'il a vu à 4-1, je pense qu'il était, c'était 4-0 Thiem à quelque part au 3e set. A vu Djokovic probablement l'opportunité de justement se refaire des forces comme ça. C'est là qu'il a eu son temps mort médical. Puis ça l'a permis là, vraiment. Oui, Thiem a réussi à servir à 5-2 pour remporter la 4e manche. Mais déjà là, dès ce jeu-là qui était le 8e de la 4e manche, celui qui a permis de faire 6-2, on voyait là, que Djokovic il commençait à grappiller de plus en plus des points. Thiem, ça a été compliqué pour lui de gagner ce jeu-là qui lui permettait de remporter cette 3e manche-là. Donc, déjà là, je me disais, OK, ça va être intéressant. Peut-être que Djokovic, on va le revoir plus calme, plus posé en 4e manche. Puis justement, là, enfin, Renard, il a su ajuster son jeu puis prendre avantage des failles que démontrait Dominic Thiem, qui avait été tellement bon, notamment sur le revers long de ligne pendant toute la quinzaine. Puis ça l'a vraiment manqué à son jeu quand même. Thiem, hier, il n'y avait pas la même précision. Puis
la même ardeur dans ses coups revers long de ligne. Les rares qu'il remportait, effectivement, on avait l'impression que c'était pas aussi pur, si on veut, avec le grand talent qu'on lui connaît sur ce coup-là, l'Autrichien. Exactement. Puis il y a aussi peut-être une statistique qui va dans ce sens. En fait, les deux joueurs qui ont commis 57 fautes directes, on parle quand même de joueurs qui, normalement, sont des plus constants sur le circuit. Évidemment, on sait... Souvent, tu veux tenter peut-être d'en faire plus, puis les échanges qui étaient tout simplement interminables, aucun des deux n'était en mesure de prendre l'avantage. Lorsque tu as 61 échanges de plus de 9 coups, c'est incroyablement long, c'est incroyablement difficile sur le corps, mais tout de même de voir que les deux joueurs ont commis 57 fautes directes, c'est énorme en fait, même si on demeure sur un 5-7, mais pour ces deux joueurs, ce n'est pas des statistiques qu'on est habitué de voir, du moins certainement du côté de Novak. Donc ça prouve en quelque sorte que oui, il devait tenter d'écourter les échanges, mais c'était difficile de son côté. Tu l'as bien mentionné, il a été, disons, le meilleur sur les points les plus importants pour ce qui était du 5e set. Donc même si on n'avait plus le croire à la peine, on le voyait revenir tranquillement et c'est ce qu'il a réussi à faire pour aller chercher ce 8e titre à Melbourne. Puis j'ai envie de dire, c'est un 8e titre un peu envers et contre tous, parce que ceux qui ont vu le match vont constater, c'est pas nouveau, là, c'est pas un phénomène qui date d'hier, à quel point la foule embarque du côté du rival de Djokovic. Ouais. On sait, dans le Big Three, c'est de loin celui qui a la moins grande cote de popularité. Roger était déjà là et sa notoriété était faite bien avant que Novak commence à remporter des tournois. Rafa aussi a sa fanbase, c'est évident. Il est tellement un rival direct pour ces deux-là que... C'est souvent le cas. Le joueur négligé contre Novak Djokovic devient le chouchou de la foule. Et puis ça s'entendait tellement facilement au Rod Laver que tout le monde était derrière Dominic Thiem. Et puis malgré tout ça, Djokovic, qui en a vu d'autres justement à ce point-là, a fini par remporter le trophée, même si c'est ça. Il y avait peut-être un petit 5 ou 10% de la foule qui se rangeait derrière le Serbe. Exactement. C'est difficile quand même à expliquer pourquoi il n'est pas en mesure d'attirer autant de ferveur de la foule comme l'a fait un Roger Federer qui lui a pourtant dominé au fil des années, mais d'habitude, les partisans veulent se ranger du côté du négligé, là, du fameux underdog. Mais pourtant, Djokovic incarne sensiblement toujours lors des tournois le rôle ingrat du joueur qui doit arrêter ses belles histoires, mais à son grand mérite, il est capable de le faire. Thiem connaissait un tournoi tout simplement phénoménal sur surface dure. On ne l'attendait peut-être pas nécessairement aussi bon en début d'année, mais il était capable de faire le travail contre l'Autrichien. Et pour le Serbe, c'est significatif. Il récupère son trône de numéro 1 mondial avec cette victoire. Donc maintenant, il entamait une nouvelle semaine au rang de numéro 1 pour la 276e fois. Ouais. En fait, Federer est le meneur en fait autour de 310. 310, ça fait que il y a une possibilité que cette saison 2020 se termine avec un Novak qui prend la première place de l'histoire, si on veut, dans cette phase bien précise des statistiques à 311 semaines, si on le veut. Là. Tout à fait. Ça devrait se produire du côté du mois d'octobre, si Djokovic devait rester numéro 1 en fait. Et pour le moment, tout ce qui le sépare de Federer, c'est Pete Sampras qui est à 286 semaines, lui, au rang de numéro 1 mondial. Donc pour Djokovic, victoire significative. Sinon, le classement n'a pas beaucoup de changements non plus du côté des hommes. Le Thiem qui grimpe d'un rang, donc lui entre dans ce top 4 devance Daniil Medvedev. Voilà. Tout de même très près de Roger Federer pour ce qui est des points. Je pense que c'est même pas une centaine de points qui séparent les deux hommes en fait. Donc tant pour l'Autrichien, il faut dire, c'est cependant une autre défaite qui doit faire mal là, en finale Grand Chelem. Là, évidemment, Goudzier, pauvre Thiem qui est pris à tenter de battre le meilleur joueur au meilleur tournoi selon la finale qu'il doit jouer. Là, on regarde du côté de Roland Garros, ça fait 2 défaites contre Rafael Nadal, tout de même en finale. Et là, à Melbourne, est pris pour jouer Novak Djokovic, qui c'est véritablement chez lui en Australie au cours des dernières années, en fait, depuis le début de sa carrière. Donc là, encore une fois, elle doit s'avouer vaincue en finale et on l'a senti qu'elle a fait mal, cette défaite-là. Les commentaires d'après-match, les textes qu'on pouvait lire, les différentes entrevues qu'il a données, il disait qu'il ressentait un grand vide. Donc j'ai hâte de voir si ça va faire un petit creux de vague du côté de Thiem et que ça va pouvoir jouer sur son moral pour la suite des choses ou tout simplement il sera en mesure de se replacer. Il disait déjà qu'il avait un œil pour son prochain Grand Chelem, là, qui est justement Roland Garros de son côté, donc fort important, on le sait, pour la défense des points. Mais il y a aussi Indian Wells qui s'en vient pour Thiem, qui a remporté l'an dernier. Donc pour lui, c'est certain qu'il y a une pause qui va s'en suivre, mais il doit déjà remonter en selle et tenter de mettre cette défaite en finale Grand Chelem, du moins le côté négatif de côté, parce qu'il y a de très belles choses à retenir pour lui dans ce tournoi. Oui, mais pour moi, ça revient à ce sujet de conversation qu'on avait eu il y a quelques mois quand on faisait notre retour sur la saison 2019. On se demandait, est-ce qu'il y a un des joueurs de la nouvelle garde qui va réussir à venir embêter les membres du Big Three qui sont à 13 tournois du Grand Chelem consécutifs à eux trois. L'affaire, c'est que possiblement qu'un match peut être remporté par un de ces gars-là. Les Tsitsipas, Thiem, Medvedev,
Kyrgios peut-être. Remporter un match contre un de ces trois-là, ça se fait contre Rafa, contre Djoko. Mais d'en gagner deux, comme le mandat de Team le commandait, le quart de finale contre Nadal et puis la finale contre Djokovic, c'est peut-être des fois l'étape de trop de vaincre ces deux gars-là durant une même quinzaine. Puis on a une preuve pour commencer 2020 comme quoi il a beau avoir amélioré énormément son jeu sur surface dure, Team, parce que c'est quand même un spécialiste de la terre battue en tant que jeune joueur qui n'avait jamais joué sur une autre surface que la terre avant, je pense, ses 16 ans ou quelque chose du genre. C'est impressionnant quand même la manière qu'il a ajusté son jeu au cours des années. C'était pas nécessairement un endroit où il avait particulièrement de succès, mais il a réussi à jouer plus proche de la ligne. Lui, on sait que son réflexe naturel, c'est d'être dégagé de sa ligne de fond. Mais on voit vraiment les ajustements de tournoi en tournoi, monte plus souvent au filet pour terminer les échanges. Ça, c'est pas un automatisme dans son jeu, Dominic Thiem. Il a commencé à le faire de plus en plus souvent. Vraiment ajuster son jeu de manière à être plus efficace sur surface dure. Mais est-ce qu'à l'Australian Open et au US Open, qui sont des endroits où Novak Djokovic domine depuis quelques années, est-ce qu'il peut avoir ce petit coup d'extra-là qui fait qu'il va soulever son premier trophée? À date, il est 0-3. C'est à voir maintenant s'il va être 0-4 avec Roland Garros qui s'en vient. Évidemment, on va l'attendre là, possiblement en finale, Dominic Thiem. Certainement, encore une fois, mais on ne pourra pas écarter encore Novak, évidemment, Nadal de la conversation. Parce que ce tournoi, mais on est encore très loin. On va pas trop se lancer. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. On se souviendra l'an dernier avec cette séquence sur terre battue qu'on avait presque crucifié Nadal. Puis finalement, c'est à partir de ce moment qu'il a complètement relancé sa saison. Donc, on va attendre. Il y a une belle saison aussi, un début sur dur qui s'en vient. Évidemment, on parlait un peu plus tard aussi de nos Canadiens là, qui se remettent en action, eux, du côté de Montpellier. Donc, des nouvelles fort intéressante, mais peut-être pour conclure cette finale masculine, je sais que tu avais des belles statistiques pour ce qui était du Big Three. Mon côté, j'avais simplement relevé au cours de la rencontre, on voyait, puis ça m'avait surpris, Novak Djokovic qui n'avait jamais gagné en finale Grand Chelem lorsqu'il perdait 2 manches à 1. Donc pour lui, c'était véritablement, si on veut, une première remontée en finale Grand Chelem. Donc autant à son mérite, il a très rarement tiré de l'arrière aussi en finale. On se souviendra tout simplement l'an dernier contre Nadal qui avait balayé cette finale du revers de la main. Mais encore une fois, une petite carte qui s'ajoute dans le jeu de Djokovic, capable de remonter, de revenir de l'arrière. Donc pour lui, satisfaisant très certainement cette victoire, mais je veux t'entendre aussi ces statistiques du Big Three. Tu l'as mentionné, évidemment, les 13 derniers tournois Grand Chelem leur appartiennent, mais t'en as quand même des intéressantes. Les 13 derniers, 17 des 19 derniers aussi, mais en termes de finale, si on regarde depuis, disons, les 12 dernières années, on est rendu à 58 des 60 dernières finales de tournois du Grand Chelem dans laquelle un de ces trois gars-là, Djokovic, Rafa ou Federer, a participé. Les deux seuls auxquels aucun de ces trois-là n'a participé, il y a l'US Open 2014, où Cilic l'avait emporté devant Nishikori. Puis il y avait la seule finale d'un de nos Canadiens, il y avait Milos Raonic qui avait subi la défaite contre Andy Murray. Ça, c'était à Wimbledon en 2016. Donc, ça y est, pour ce qui est des 12 dernières années de Grand Chelem, on a toujours eu un des trois ténors qui a participé, sauf 2 petits tournois. C'est quand même assez frappant comme statistique. Exactement, c'est hallucinant. Ici, du côté des hommes, en fait, on peut revoir ces visages familiers en finale Grand Chelem. Je dirais que c'est tout l'inverse du côté de la WTA et des dames, en fait, alors qu'on découvre une nouvelle joueuse sensiblement chaque année à un nouveau tournoi du Grand Chelem. Et ça apporte un vent de fraîcheur aussi. Puis on voit on parlait l'an dernier, évidemment, avec Andreescu, même Barty qui n'est pas très vieille, de cette relève de la WTA qui s'en vient, les jeunes joueuses qu'on entrevoyait des belles rivalités. Naomi Osaka en fait partie également, mais là, commence l'année en force 2020 avec l'Américaine Sofia Kenin, qui a connu une très grosse fin de tournoi. On l'avait vu, sans dire que ça avait été aisé, le début de son tournoi. Elle avait eu quelques tests ici et là. On se souviendra Coco Gauff, justement, mais on ne parle pas non plus nécessairement des joueuses très bien classées pour ce qui est du classement de la WTA, justement, mais ça demeurait de bons défis à relever, justement, en raison du parcours de Gauff, son autre compatriote. McKinnon, en demi-finale contre Barty, chapeau. Véritablement être en mesure de revenir de l'arrière lors de chacune des manches. Ouais. Sa force de caractère, c'est certain que c'est peut-être un cliché, mais pour être capable non seulement de l'emporter en 2 manches, mais d'être capable de vaincre l'Australienne qui a vu des balles de manche, a servi également pour la manche et n'a pas été capable de fermer les livres. Véritablement un tour de force ici de l'Américaine, et je crois j'ai été encore plus impressionné en fait par son match de demi-finale que par la finale contre Muguruza dans le cas de Kenin. Oui, elle a possiblement profité d'une défaillance de Muguruza pour l'emporter dans les 2 derniers sets en finale. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a eu la balle de
de 7 sauvés contre Barty. Je pense que c'était 4-2 l'avance de l'Australienne avec la foule derrière elle, prête à exploser au moment où elle allait amener ça à un set décisif. Finalement, ça s'est jamais concrétisé parce que Kenin est ce genre de joueuse-là qui s'accroche, bataille, peu importe le score. Puis ça m'a impressionné. Puis contre Muguruza aussi, ça a été le cas. Tu l'as dit, on a l'impression de voir une nouvelle révélation chez les filles assez régulièrement. Pour nous, Canadiens, évidemment, l'an passé, Andreescu n'était pas une révélation tant que ça. On la voyait venir depuis quelques mois déjà, mais ce n'est qu'un autre exemple de joueuse très jeune qui arrive. Puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais on a comme un peu cette préconception qu'une joueuse jeune qui arrive à sa première finale de Grand Chelem, on a l'impression qu'on se demande si elle va céder devant l'ampleur du moment, est-ce qu'elle va figer. Je pense que c'est un peu attribuable à 10 ans de voir, une décennie de voir Serena Williams en imposer à des adversaires qui arrivent figés, apeurés pratiquement sur le terrain devant la grande Serena Williams. On dirait que c'est révolu cette ère-là. Les filles arrivent décomplexées en finale, peu importe leur âge, peu importe leur manque d'expérience dans des finales de WTA, puis encore plus dans des finales d'un moment aussi important qu'un Grand Chelem. Ça n'a pas paru du tout dans le cas de Sofia Kenin. Je trouve ça très intéressant comme sujet, Max, ce que tu lances, parce qu'en effet, cette domination, on peut dire Serena et les sœurs Williams au cours des années, lorsque tu présentais sur le terrain, on sentait leurs adversaires qui se sentaient véritablement la négliger sur le terrain, ça offrait très peu de chances de l'emporter. Et ce virage, c'est entre autres fait au retour de Serena, lorsqu'on l'a vu retourner, oui, en finale Grand Chelem, mais ne pas être en mesure de l'emporter contre Angélique Kerber, par exemple, Simona Halep. Et là, l'an dernier, on l'a bien vu chez elle, aux internationaux des États-Unis contre Bianca Andreescu. On remonte peut-être 10 ans en arrière. Ce match-là est peut-être complètement différent vu l'aura qui est autour de Serena Williams, mais tu as bien fait de le mentionner, ces joueuses qui ne sont plus autant impressionnées. Et par la suite, lorsque tu te présentes sur le terrain, il n'y a pas une joueuse non plus qui va de cette domination à la Williams au fil des années. De très bonnes joueuses sur le circuit. Et Simona Halep qui a encore connu un bon tournoi. Oui, Ashley Barty, Naomi Osaka qu'on ne peut oublier. Mais tu ne peux pas dire que tu te présentes sur le terrain sans pouvoir y croire. Et c'est exactement ce que Kenin a fait lorsqu'elle s'est présentée, notamment pour sa demi-finale. Mais ensuite, en finale, tu fais bien de le mentionner, oui, elle n'avait jamais fait mieux que le 4e tour en Grand Chelem. Donc là, elle se présente, non seulement, oui, c'était ses premiers quarts de finale, première demi-finale, mais la première finale contre une fille qui a de l'expérience quand même, c'est sa 3e. Elle allait en fait pour son 3e titre en Grand Chelem, Muguruza. Et avec le début de match qu'elle connaissait, la première manche, on aurait pu croire que Kenin se serait effacé par la suite parce que Muguruza a joué comme elle l'a fait en réalité contre Simona Halep. Elle était agressive, elle retournait toutes les balles. Honnêtement, c'était le plus beau jeu de Muguruza qu'on pouvait voir depuis très longtemps pour celle qui avait chuté jusqu'au 32e rang mondial. Maintenant, elle vient de grimper de 16 places avec ce résultat. Mais l'Américaine qui a été en mesure de revirer la situation dès la 2e manche. Et là, tu l'as mentionné, cette défaillance de Muguruza qui est difficile quand même à expliquer tellement elle jouait bien en fin de première manche. Mais les fautes se sont multipliées et par faute, j'entends les doubles fautes également. Là, je pense que c'est un total de 8 pour la rencontre, pour l'Espagnol. C'était presque triste à voir le nombre de points qu'elle a offert tout simplement, et des points et des balles de bris, donc son propre service à sa rivale au fil de la rencontre. C'est toujours difficile d'évaluer quelle part de responsabilité incombe à la joueuse qui commet ces erreurs-là versus le découragement qu'est-ce qui peut découler du fait qu'une joueuse commence à trouver ses repères. Je pense à un jeu qui a été assez révélateur. C'était 2-2 au 3e set, et puis il y avait un 0-40 sur le service de Sofia Kenin. Comment elle a réagi, pas 3, pas 4, mais 5 coups gagnants de suite, sans laisser le moindre autre point à Muguruza. Elle pouvait voir ça arriver, la ligne d'arrivée à 3-2, reprendre le service en main. L'Espagnol, ça aurait été intéressant pour elle, mais Kenin qui enchaîne avec 2 revers gagnants, un coup droit, un as gagnant. Un autre coup gagnant par la suite après, ça c'était pour amener ça à avantage Kenin. Donc c'est le genre de séquence qui fait que si le doute n'était pas déjà bien incrusté dans l'esprit de Muguruza, il l'était pour de bon à ce moment-là. Puis force est d'admettre que ça a vraiment fait une différence parce qu'à partir de là, pas un seul jeu remporté par Muguruza, ça s'est terminé 6-2 au 3e. Tout à fait. Puis simplement, le dernier jeu du match, en fait, terminé un peu en queue de poisson là, pour Muguruza, qui l'a tout simplement fait avec 3 doubles fautes à son propre service, dont celle qui a donné la victoire à l'Américaine. Donc, de son côté, fin de match décevante, oui, mais un parcours qui, on l'espère, va relancer en fait Muguruza pour la suite de la saison, de sa carrière. Mais évidemment, c'est simplement parce qu'elle a connu un creux de vague. On l'a perdu de vue pendant un temps, en fait, depuis sa dernière victoire Grand Chelem 2017 à Wimbledon, si ma mémoire est bonne.
Mais du côté de l'Espagnol, ensuite, on peut espérer que ça va se replacer. Et du côté de Kenin, on la sentait venir depuis l'an dernier. Elle avait de très bons résultats. Elle avait des victoires en Chine, à Hobart en début d'année. Elle a fait la demi-finale à la Coupe Rogers aussi. Elle a été finaliste à Acapulco. Donc, on la voyait, mais elle n'a que 21 ans. Donc, on se demandait, encore une fois, comme certains, du côté des hommes, on passe Zverev en Grand Chelem, qu'est-ce qu'elle allait faire? Kenin commençait à accumuler les Grands Chelems, mais n'avait pas fait cette petite percée. Et là, elle vient de le faire en Australie. Donc, ça va être à voir pour la suite des choses de ce côté. Elle qui intègre le top 10 mondial. La plus jeune américaine depuis Serena Williams a intégré le top 10 en tant que 7e, c'est ça? Exactement. 7e mondial. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même une certaine opposition entre ces deux finalistes-là. Kenin, elle nous l'a prouvé pendant toute la saison 2019. Belle régularité dans ses performances, tournoi après tournoi. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus d'elle et la raison pour laquelle je suis pas pris de court tant que ça qu'elle débute 2020 avec une aussi belle performance. Dans le cas de Muguruza, je pense que c'est une histoire qui se répète un peu depuis le début de sa carrière. Quand elle pique durant un certain segment du calendrier, elle est inarrêtable puis elle est un danger pour n'importe quel de ses adversaires, quand même que ça serait une top 3 mondiale. Ça ne dérange pas quand elle est dans son tennis d'attaque et puis qu'elle joue en puissance, c'est intéressant. Et puis quand justement elle connaît un peu ses creux de vague, Muguruza, là, c'est plus difficile à regarder. Oui. Puis elle s'est fait demander en conférence de presse, Muguruza, est-ce que tu penses que c'est le début d'une plus grande constance de son jeu? Puis j'ai trouvé assez intéressant que dans sa lucidité devant cette question-là, elle disait j'ai jamais été du genre à être très constante dans mes résultats. Je m'attends à être vraiment compétitive dans certains tournois. Espérons que ça va être les plus grands tournois et non des tournois de plus petite importance. Mais elle reconnaît qu'elle n'a jamais été un exemple de régularité, Garbine Muguruza. Bien consciente de son jeu, en fait. Puis, statistique, lorsqu'on regarde le match par la suite, simplement sur le plan des chiffres, il y en a une qui saute aux yeux véritablement, c'est ce qui est des balles de bris, en fait. C'est 2 en 12 pour ce qui est de l'espagnol, alors que l'américaine, elle est 5 en 6. Donc, on parle d'opportunisme. Et d'un autre côté, c'est pas que Muguruza n'a pas eu ses chances au service de Kenin. Tu as mentionné ce 0-40, 5e jeu de la 3e manche. Elle a eu ses chances. C'est simplement qu'elle ne les a pas saisies. Donc, oui, cette défaite fait mal parce que ça aurait été une victoire dans un autre grand chelem pour elle, qu'il avait déjà remporté à Roland-Garros et Wimbledon. Elle rate maintenant sa chance du côté de l'Australie pour cette année. C'est intéressant quand même pour elle. On a parlé du bond de 16 places. Si elle est capable de bien gérer ce rang mondial-là, elle va arriver en tant que tête de série au prochain Grand Chelem, alors qu'elle avait été sortie de tout ça récemment dans les 30, là, si on veut, au classement WTA. Donc, c'est une manière de s'encourager en plus de cette finale-là. Oui, ça peut toujours lui éviter l'un de ses affrontements contre, par exemple, Elina Svitolina en début de tournoi, un match qu'on ne veut pas avoir. Donc, même ses rivales ne voulaient pas l'avoir dans leur portion de tableau en début en raison de son classement. Donc, maintenant, elle fait peut-être une fleur à elle-même, mais également à certaines de ses rivales qui ne la verront pas en début de tournoi, du moins pour les mieux classés pour la WTA. Voilà, mais puis ça relance encore plus la discussion sur ça va être qui la favorite pour remporter le prochain Grand Chelem. Là, on le sait, on vient d'en parler pendant quelques minutes. À quel point on sait que le Big Three va être très présent chez les hommes, mais plus que jamais, on ne sait pas qui va remporter le prochain tournoi du Grand Chelem chez les dames. Puis c'est ce qui rend le suspense encore plus intéressant, à mon avis. Exactement. Tu parles de Big Three du côté des hommes. Je pense que pour le prochain Grand Chelem, cependant, écarter un Roger Federer et peut-être y insérer le Big Three, ça serait Dominic Thiem que j'aurais inclus entre les trois. Là. C'est vraiment de la manière qu'a Federer joué. On n'y enlève pas. Il a quand même fait les demi-finales. Et d'ailleurs, Federer, je vais quand même lui lever mon chapeau simplement pour sa façon de s'être comporté lors de cette demi-finale parce qu'il n'était nullement à 100%. Là, sur le plan physique, c'était pénible pour lui. Mais Federer, qui n'abandonne simplement jamais au cours d'une rencontre, ne l'a pas fait au cours de sa carrière en Grand Chelem. La seule fois qu'il a déclaré forfait pour une rencontre, c'était avant celle-ci et c'est arrivé, je pense, 4 fois au cours de sa carrière. Donc Federer, lorsqu'il commence un match, vous pouvez compter sur lui en tant que partisan. Il va le terminer. On ne sait pas comment il va le terminer, mais il va tout faire pour tenter d'aller chercher la victoire. Il sait qu'un match peut virer d'un bord comme de l'autre. Et d'ailleurs, cette première manche contre Djokovic, très bien pu lui appartenir. C'était d'ailleurs dommage de le voir défaillir de la sorte alors qu'il avait son bris d'avance. Et normalement, Federer au service, c'est une valeur sûre. Et là, par la suite, on l'avait d'ailleurs dit, mais Novak a filé ensuite vers la victoire. Je ne veux pas nécessairement revenir sur le côté masculin, ce Corridas, mais je trouvais que la porte était ouverte et ça m'amenait à dire justement que Federer à Roland-Garros, on sait déjà que c'est compliqué pour lui sur terre battue. Je ne sais pas à quel point qu'on peut le considérer alors qu'on voit ses genoux qui sont de plus en plus forts physiquement. Et du côté de Federer, c'est là que ça commence à être de plus en plus compliqué pour lui. Déjà qu'il avait de la misère à son revers à une main, on voit qu'il n'a pas la trempe d'un team avec son revers à une main pour s'imposer physiquement. Lui qui est plus fort que ses adversaires. Federer, ça commence à être difficile, mais à lui de me faire mentir.
Mais je pense qu'à ce point-ci, est-ce qu'on se trompe vraiment en disant que le seul tournoi du Grand Chelem qui est encore véritablement à sa portée, c'est Wimbledon? Je pense que les 3 autres, ça va être difficile, surtout que il gagne en âge. Là. Il est à 38 ans, il va avoir 39 au mois d'août. On est vraiment à un point où on peut se demander, la question se pose, est-ce qu'il va rester figé à 20 tournois du Grand Chelem? Est-ce que c'est ça le plus grand... est-ce que c'est ça le total qu'il va montrer à la fin de sa carrière? Il y a des possibilités de ça, mais effectivement, il peut encore nous faire mentir, le Suisse, c'est certain. Exactement. Si tu poses la question chez les hommes, en fait, si Federer va rester, lui, à 20 du côté de Serena, la question se pose, est-ce qu'elle resterait à 23 titre du Grand Chelem? Je ne vais pas nécessairement lancer le débat ici, mais la question se pose quand même pour ces joueurs qui ont marqué tout simplement une génération. Et je dis une, mais c'est plusieurs générations. En fait, le nombre de fois où on s'est dit qu'ils vont passer ce fameux flambeau à la relève, mais finalement, la relève qui ne prenait pas ce flambeau parce que la vieille garde gardait tout simplement en sa possession et demeurait au sommet. C'est tout simplement incroyable, mais simplement de parler de Federer qui fait une demi-finale, le premier Grand Chelem encore en 2020, c'est excellent. Djokovic, lui, on le voit aller, il semble être encore aussi dominant sur chacune des surfaces. Et évidemment, Nadal, lui, on va arriver dans son antre à Roland-Garros fin mai. Ce n'est pas tout de suite, mais ça nous donne envie quand même déjà de penser à cette saison sur terre battue un peu. Voilà. Mais si tu veux, on peut enchaîner un peu avec les résultats tout à fait, les résultats de nos Canadiens. Ben oui, parce que évidemment, il y en a plusieurs qui ont concentré leurs énergies vers d'autres tournois une fois leur Australian Open terminé. Je vais être intéressé de voir comment vont réagir Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov après leur élimination au premier tour. Donc, tu seras déçu d'apprendre qu'ils ont perdu en double, donc oui, d'après moi, ils ne sont pas reconcentrés. Non, c'est blague à part, ce sera justement de les voir en simple, comment ils vont réagir. C'est facile, en fait, nos Canadiens sont sensiblement tous du côté de Montpellier, avec Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil qui était en action un peu plus tôt, jour où on enregistre cet épisode du balado, en fait, donc Pospisil qui est en mesure de battre Alias Bedene en 2 manches et lui qui s'offre un rendez-vous avec Denis Shapovalov au 2e tour, donc déjà un duel, un peu une réplique du duel qu'on avait eu en début d'année à Auckland, que tu avais d'ailleurs bien aimé Shapovalov de la manière qu'il s'était comporté. Oui, ça avait été un très beau duel, franchement. Pospisil l'avait amené vraiment dans ses derniers retranchements, au-delà du fait que ça n'était pas rendu à un 3e set. C'était vraiment... il avait fallu que Denis Shapovalov sorte le gros jeu pour l'emporter sur son compatriote. Fait que je vais être curieux de voir si il peut lui donner une autre bonne opposition dans ce match de 2e tour-là. Je vais aussi être très curieux de voir comment Félix Auger-Aliassime peut se comporter contre Damir Dzumhur, qui est un gars qui s'en laisse pas imposer. On a parlé longuement à quel point on trouvait que Ernest Gulbis avait été un peu malchanceux du côté de Félix, à quel point c'est un gars qui peut offrir de bonnes performances quand il est dans une bonne journée. Ben, il repart un tournoi de ATP 250 contre un gars qui était un qualifié. A dû remporter 2 matchs pour accéder au tableau principal du Mour, mais c'est vraiment un gars qui peut embêter Félix. Je pense qu'il y a de fortes possibilités que ça soit un match qui se rende à un 3e set pour Félix. Tout à fait. C'est le genre de test aussi qui est intéressant pour Félix. Non pas de revenir avec un adversaire qui est déjà à sa portée, mais qui pourrait lui compliquer la tâche, justement, un peu une réplique de ce premier match en Australie pour Félix, donc ça va lui faire comprendre. Évidemment, il le sait qu'il n'y a aucun match qui est garanti sur le circuit, mais d'avoir des adversaires véritablement corsés dès le début de tournoi, parfois ça peut aussi te permettre d'entrer de force dans la compétition et ensuite de poursuivre sur ta lancée pour la suite des choses au lieu de commencer tranquillement et éventuellement de frapper un adversaire qui, lui, est tout simplement en feu. Donc pour Félix, c'est décidément un début de tournoi qui sera compliqué, qui devrait l'être, mais encore là, c'est à lui de montrer qu'il est capable de battre Dzumhur. En fait, sur papier, il est censé gagner. C'est de voir quel genre de Félix va se présenter et quel genre aussi de Dzumhur va se présenter aussi sur le terrain. Est-ce que ça va être le Félix qu'on a vu à Adélaïde lorsqu'il s'est rendu jusqu'en demi-finale contre Rublev? C'est évidemment le Félix plus agressif, plus incisif dans ses attaques qu'on veut voir. Mais pour l'instant, c'est ça. Il doit se départir de Dzumhur. Puis du côté de Shapovalov, si on veut se projeter un peu plus loin, il y a une possibilité. Il y a de bons joueurs qui sont quand même là, même si c'est un ATP 250. Là. Je regardais les adversaires possibles pour Shapovalov. Et si on présume qu'il contourne l'obstacle Pospisil, il y a Richard Gasquet, Gilles Simon,
Feliciano Lopez et Hugo Humbert, qui l'avaient battu récemment, qui sont 4 adversaires potentiels pour Shapovalov au 3e tour. Donc, de beaux défis potentiels pour Denis. Donc, décidément, un tournoi à suivre, évidemment, non seulement pour nos Canadiens, mais aussi pour le niveau relevé qu'il peut y avoir à cette compétition. Et aussi, cette semaine, en fait, c'est la Coupe Fed pour nos Canadiennes qui, elles, vont affronter la Suisse. Et on espère, évidemment, un retour au jeu pour Bianca Andreescu. Et tu faisais bien, Max, de le mentionner. Possible duel avec Belinda Bencic. Aussi, ça pourrait être fort intéressant, fort difficile pour ce qui est d'un retour au jeu pour Andreescu, mais un duel qui est certes à surveiller, cette confrontation Canada-Suisse du côté de la Coupe Fed. C'est certain. Je serais curieux de voir si Heidi El-Tabak, la capitaine de l'équipe canadienne, va effectuer des changements à sa formation. On sait que c'est pas coulé dans le béton qu'Andreescu est prête à revenir à 100%. Sylvain Bruno avait quand même été encourageant dans ses commentaires la semaine dernière en disant que si tout se passe bien, elle va être là puis elle va jouer des matchs. C'est sûr que ça serait pas un défi super facile d'avoir un match revanche de la demi-finale de l'US Open 2019 contre Belinda Bencic, mais c'est certain que pour avoir des chances de victoire pour le Canada dans ce match-là contre la Suisse, ça prend un Andreescu qui offre du bon tennis, parce que je regarde l'ensemble de l'équipe. Il y a Jill Teichmann qui est la 68e au monde. Il y a Timea Bachinski qui est 180e, mais on s'entend qu'elle a un niveau de jeu qui est pas mal plus élevé que le 180e rang mondial. Il y a Stéphanie Vogel qui est là aussi, qui peut donner de bons matchs. Donc ça va être difficile pour le Canada. En plus que ça se passe à Bienne, en Suisse, cette confrontation-là. Tout à fait. Simplement pour rappeler, du côté des Canadiennes, c'est Eugénie Bouchard, Leilani Fernandez et Gabriela Dabrowski qui complètent cette formation canadienne. Donc, Marc, je pense que ça fait un bon résumé. On s'est arrêté la dernière fois avec le carré d'as du côté d'Australie. On peut dire qu'on a été gâtés pour cette fin de tournoi. On a été gâtés pour ce qui est des finales et champions et championnes. Donc, ça clôt bien ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Ben exactement. Puis on sera curieux de savoir autant chez les hommes que chez les femmes qu'est-ce qu'il advient de nos Canadiens dans les prochains jours. Exactement. Et on vous remercie encore une fois d'avoir été des nôtres. On vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes pour ce balado à la volée, à Heart Radio, évidemment. On vous invite aussi à suivre nos différents balados du RDS.ca, véritablement pour tous les goûts. Ceux qui ont vu le Super Bowl en fin de semaine, il y aura retour avec Didier Orméjus pour ce qui est du sac du corps, évidemment aussi dans la cage, le compte de 8 pour ce qui est de la boxe, sur la glace aussi pour ce qui est du hockey junior, le Rocket, donc un peu de tout. Et nous, on vous revient dès la semaine prochaine pour un retour sur cette Coupe Fed qui a lieu en fin de semaine. Merci à tous. Bon tennis à tout le monde.